Bonjour. Dans cette vidéo consacrée toujours à NocoDB, nous allons voir un aspect important qui est la communication de nos propres programmes avec NocoDB. Donc en mode REST API, en l'occurrence, puisque NocoDB supporte le REST API, supporte aussi le GraphQL. Je vais travailler avec la base que j'ai, avec le NocoDB que j'ai installé en ligne sur Heroku, voir la vidéo précédente. Donc on a plusieurs choses à voir dans cette vidéo, dans cette communication. La première chose, c'est d'initier la communication, c'est-à-dire de mettre en place une gestion des tokens et de pouvoir justement interroger, communiquer, entrer en communication pour rapatrier des données de notre table des livres, des étudiants, etc. La deuxième approche, c'est pour pouvoir aussi envoyer des données, c'est-à-dire écrire, modifier, supprimer, des trucs assez classiques évidemment dans les REST API. Mais il y a quelques particularités bien sûr. Donc pour ça, j'ai pris le parti de passer sur du Python. Hop là, il est où mon Python? Il est là mon Python. Donc j'ai préparé un petit peu le travail, c'est-à-dire que j'ai récupéré des tokens. Alors, pour récupérer un token, je le rappelle, hop, il faut être connecté à Noco avec votre utilisateur. Lequel utilisateur? On peut en avoir plusieurs et d'ailleurs, je vais le remontrer, on peut créer une équipe, voilà, avec plusieurs utilisateurs et plusieurs rôles. Chaque utilisateur aura un rôle précis. Une fois qu'on se connecte avec ces différents comptes, eh bien, on a accès aux tables dans l'interface en ayant les droits qui s'appliquent, bien sûr, mais on a également la possibilité de copier le jeton et de le coller, évidemment, dans notre script, dans une variable spécifique. Ce que j'ai fait dans mon Heroku token.py, j'ai donc créé une variable qui s'appelle token, enfin un dictionnaire, qui possède un attribut élève, un attribut prof, et j'ai mis les tokens en question qui vont permettre de les transmettre. Alors, les tokens en question sont d'une allure relativement classique, c'est-à-dire quelque chose comme ceci, c'est-à-dire 239 caractères générés par le système. Deuxième chose, il nous faut évidemment l'adresse de notre REST API. Donc ça, pour le coup, ça va commencer par le nom de votre appli Heroku, et ensuite, c'est la grande aventure, mais NocoDB est plutôt bien fait. Vous avez ici un bouton qui vous donne accès au Swagger, c'est-à-dire une interface de documentation pour pouvoir interroger votre base. Donc là, hop, j'y vais. Et vous voyez que nous avons effectivement la liste des éléments. D'ailleurs, je ne vais pas le faire pour les livres. Alors, je vais le faire uniquement pour les students. Voilà, la table la plus basique que j'ai, dans lequel on peut, de manière assez classique, faire une requête de get pour interroger nos éléments, ou bien post, ou bien put, ou bien delete, c'est-à-dire post pour ajouter, put pour mettre à jour, et delete pour supprimer. Bon, donc relativement classique. Je ne pense pas l'avoir montré. Vous avez ici, dans l'interface, vous avez notamment ici les champs, et par défaut, il va cacher les champs système. Vous pouvez afficher les champs système et donc afficher l'ID, voir les dates de création, etc. Si jamais, alors je vais le faire ici, et vous voyez que là, j'ai maintenant mes clés primaires qui vont apparaître. C'est une facilité quand on commence à travailler avec la REST API de faire apparaître ces éléments-là. Ceux-là sont plus informatifs qu'autre chose, mais l'ID, évidemment, sert pas mal. Donc globalement, je reviens sur mon Swagger. Globalement, toutes nos tables vont commencer par la même racine, qui va varier évidemment selon les structures et les installations. Là, c'est celle des Digital Campus B2 avec un petit code généré automatiquement. Et puis on a API V1 derrière, on a notre URL. Ensuite, par rapport à ça, on va rajouter notre table. Si je veux interroger la table student, je rajoute students. Si je rajoute les books, je rajouterai books, etc. On va faire 2-3 petits essais, bien sûr. J'ai utilisé request pour ça. On peut donc chercher une response qui va être égale à le request.get. Donc je précise la méthode évidemment. Je fais un table, j'appelle ma table, c'est-à-dire celle qui contient mes étudiants.
Et bien sûr, une fois que j'ai ça, je vais chercher, je vais faire déjà un print de la response, response comme ceci. Et là, blam, c'est le drame, 404. Il ne trouve pas, hein. Pourquoi il ne trouve pas? Parce que je suis capable de m'être trompé dans la structure. J'ai mis 2 slash. Là, il me fait, voilà, 403. 403, c'est-à-dire forbidden, je n'ai pas l'autorisation, évidemment, d'y aller. Oh. Alors évidemment, sans trop de surprise, tout simplement, il nous faut utiliser les tokens, c'est-à-dire les clés, pour nous autoriser à venir, à rentrer. Donc là, eh bien, je vais aller modifier le headers de, de de ma requête. NocoDB, si on regarde dans la doc, a besoin d'un XC auth, qui est donc le token. Alors, dans mon cas, token élève, je lui envoie mon token et il me dit réponse 200, donc c'est parfait. Alors, évidemment, ça ne me suffit pas. Je vais bien entendu récupérer le data response.json et je fais le print data, bien sûr. Et à partir de là, j'ai mes données qui arrivent. Elles ne sont pas présentées sous forme très esthétique. On retrouve le merlet Corici, c'est-à-dire sans trop de surprise, merlet Corici qui est ici, etc. 23, enfin on a toutes les données. Alors si on veut les afficher évidemment un peu plus joliment, on a évidemment le JSON dumps qui sert bien dans ces cas-là et qui va nous permettre d'avoir justement la structure de nos éléments comme ceci. Donc c'est du relativement classique par rapport à ça. Alors, ce qui l'est peut-être un petit peu moins, c'est évidemment la possibilité d'interroger notre table. C'est-à-dire, alors on va jouer un petit peu avec les options. Je vais peut-être rester sur l'affichage simple, c'est-à-dire en affichant les données brutes comme ceci, bon, ce qui donne un peu une idée de ce qu'il y a comme réponse. Alors, pour ça, eh bien, ensuite, on va pouvoir affiner notre requête et notamment rajouter des options. Pour rajouter des options, le plus simple, c'est de se dire, je fais mes students et, alors je peux aussi demander, pardon, un individu en particulier, donc si je ne veux que le dernier, c'est-à-dire le numéro 11, eh bien, je peux interroger le numéro 11 comme ceci. Là, si j'exécute, j'ai bien Kernec, il y a de Kernec qui nous arrive, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Alors, je peux très bien filtrer d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. On peut lui demander, parce que la date de création, la date d'update, enfin de mise à jour ne m'intéresse pas. Je vais pouvoir lui demander, je ne veux que le last name, le first name, qu'est-ce que j'ai mis encore, l'âge et le code. Et j'exécute et vous constatez que j'ai bien... Est-ce que je peux retenir? Est-ce que j'ai pardon, là pour le coup, il faut que je rajoute l'interprétation. Un seul. Alors si on n'interroge qu'un seul, a priori, il prend tout. Par contre, si je demande la liste, c'est-à-dire sans paramètre particulier, sans numéro d'identifiant, il va m'envoyer uniquement les données. Vous voyez que là, je n'ai plus les dates de création, etc. qui s'affichent. L'ID est toujours envoyé, on ne peut pas l'exclure, ce qui est logique puisqu'on peut en avoir besoin évidemment en permanence. Autre chose intéressante, hop, on peut y ajouter ici le limite égale 2. Alors par défaut, je crois qu'il en met 25. Il est possible par des variables d'environnement de pousser cette limite par défaut. Il est aussi possible de lui préciser 100, je crois que c'est le maximum utilisable pour ça. Donc, moi j'en ai pas beaucoup, donc je vais mettre limite 2. Vous constatez que là j'ai un gros paquet qui tient sur une dizaine de lignes, enfin sur 6-16 lignes. Là j'en ai plus que 2, évidemment, donc j'ai Merlet euh, et la tonne. Bien sûr, si je veux accéder au suivant, eh bien je vais avoir le offset
C'est-à-dire, j'en veux 2 à partir du deuxième, c'est-à-dire 0 et 1. Et du coup, j'ai maintenant, l'idistri et mon joli qui m'arrive. Donc on peut comme ça manipuler pagination. Alors, petit inconvénient, comme on a les données en direct, on n'a pas d'en-tête, on n'a pas des indications de pagination comme sur certaines REST API, où il nous dirait bah, vous avez encore tant de pages, ou voilà l'URL de la page suivante, ou des choses comme ça. Ça, on n'a pas. Il faut donc le faire manuellement, en quelque sorte. Alors, ce qui est aussi intéressant, je vais retirer parce que je me suis fait avoir un nombre de fois avec ça. J'enlève cette limite pour avoir évidemment un maximum de données et pouvoir utiliser des filtres, c'est-à-dire de pouvoir bah, justement ne demander que certains éléments. Donc là, pour le coup, table égale URL plus égal, et je rajoute toujours le where, et je précise code, virgule, huck, virgule, a, pour n'avoir que ceux qui sont avec un code A. Et là, j'exécute, et j'ai filtré, vous voyez que j'en ai beaucoup moins. On voit pas très bien, mais je peux pas zoomer sur la console. Bon, vous faites-moi confiance, hein, tout simplement. Mais de toute façon, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup moins. Alors, on peut aussi faire des multi-critères, c'est-à-dire on peut aussi lui dire, typiquement, c'est là où j'avais un peu de mal au départ avec la syntaxe, de rajouter un end, et hop là, non, c'est pas ça, c'est effectivement le tilde, voilà, le end, et puis rajouter un deuxième critère, donc par exemple, âge, virgule, alors supérieur, c'est là où la doc, vite la doc. Ils sont où? Hop là, ils sont là, les critères sont là. Donc si vous voulez greater that, gt, virgule 3. Et là vous voyez qu'il n'y en a plus qu'un, c'est mon joli, qui n'a que le code A, donc qui a le code A d'une part, et qui est plus âgé que 23 ans. Alors si on veut le GE, c'est-à-dire plus grand et égal, et bien dans ce cas-là, nous aurons effectivement tout ça. Alors on va tenter d'insérer quand même une donnée. Alors je vais déjà préparer mes données, c'est-à-dire créer donc un dictionnaire qui s'appelle stud, dans lequel je copie-coller d'ici. Je vais rajouter un élève qui va s'appeler Carlier Richard, il va être un petit peu plus âgé, on va mettre 27 ans, ça me changera un peu. Et je vais mettre un code Z, j'ai pas de restriction par rapport à ça. Évidemment, si je veux ajouter des données, je vais les envoyer en post. Et je vais préciser évidemment, virgule, peut-être reformater aussi ce passage. Et je vais lui préciser évidemment data égale json.dumps de mon stud, comme ceci. Là, si vous avez bien suivi, je devrais avoir une réponse 403 forbidden, parce que je rappelle, les élèves n'ont pas l'autorisation d'écrire dans ma base. Par contre, prof, là j'ai une réponse 200. Donc ça veut dire qu'a priori, bon, mon insertion s'est bien passée. Si je vais sur mon noco et que je rafraîchis mes élèves, j'ai un élève qui est apparu, mais qui est apparu vide. Ah, c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Alors on va rajouter dans l'entête le content type. Là j'ai de nouveau 200, et si je fais rafraîchir, j'ai maintenant mon élève qui est arrivé. Pas belle la vie. Si vous voulez le mettre à jour, justement, on voit que le numéro 12 est vide. C'était fait exprès. Je vais donc pouvoir lui dire, ce coup-ci, je vais mettre à jour le student 12. Et là, pour le coup, je ne veux pas lui mettre un post, je vais lui mettre un put pour faire la mise à jour. Donc, je mets à jour le numéro 12.
clac, response 200, rafraîchir, clac, on a bien le numéro 12 qui est arrivé. Si jamais je veux le détruire, bah c'est encore plus simple. Je vais lui dire, pour le coup, on n'envoie pas de données, on n'a pas besoin de content type, on n'a pas besoin d'envoyer de données, on va juste faire un delete de notre étudiant numéro 12. Donc là, je fais une mise à jour, je le détruis. Vous voyez qu'il me demande de reloader mes données. Alors, et si je le fais, eh bien, le numéro 12, enfin l'ID numéro 12 a disparu. Et voilà, on a fait le tour. Ce que je veux vous montrer évidemment, c'est les autres tables. On ne va pas les faire toutes, mais la table des bouquins, notamment parce qu'elle est un peu plus complexe. Vous voyez qu'il y a dans ces bouquins des titres, des nombres, des nombres de pages, etc. Ce qui est en bleu et ce qui s'affiche en cas de relation. Et vous avez tout un tas d'informations par rapport à ça. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'interroger Books pour pouvoir justement lister et voir un peu comment c'est organisé. Alors, vous allez me dire, on voit rien. Ben oui, forcément. Je vais donc chercher Noko en folie, qui doit avoir, sauf erreur de ma part, l'ID numéro 1. Donc si je lui demande juste... oui, ceux-là, ce sont en commentaire. Si je demande le books numéro 1, j'en ai qu'un. Et si je me demande de me l'afficher de manière lisible, hop là, vous voyez ici que, alors vous voyez, on va essayer de zoomer au maximum. Voilà, on retrouve effectivement le title, les dates de création, le nombre de pages, et vous voyez que j'ai des relations avec une autre table. Il nous donne effectivement le numéro, la clé du publisher, c'est-à-dire de l'éditeur. Mais en plus de ça, il nous rajoute ici une information sur l'éditeur en question. Pourquoi il nous met le title? Tout simplement parce que c'est la case bleue qui est ici, c'est-à-dire le title qui est déclaré comme étant la clé. À partir de là, donc il nous met la description. Pour la couverture, alors il nous envoie un objet JSON qui doit être sans doute analysé. Là, pour le coup, mon test est un peu brut de décoffrage, mais globalement, je vais pouvoir après aller chercher l'URL de la couverture et j'ai pas la dimension en pixels par contre de mon image, j'ai juste le poids. Alors comme il accepte des PDF, des fichiers comme ça, il ne met pas les dimensions de l'image, peut-être un petit peu dommage, mais bon, voilà, on a l'image, c'est déjà l'essentiel. Si je l'affiche, si je me rends sur mon image, vous voyez que j'ai nos CodeB en folie. Donc ça fonctionne très très bien. D'autres systèmes, Airtable en l'occurrence, nous enverraient en fait 3 ou 4 URL, petite, moyenne, grande de la couverture. Là, je n'en ai qu'une, bon, c'est pas très très grave, hein, bien sûr. Pour les relations plusieurs à plusieurs, donc many to many, eh bien, je vais rezoomer, vous voyez qu'il nous met la liste avec, là encore, le mot, la clé active de la chose, qui nous permettent d'éviter d'aller chercher dans une deuxième requête des informations basiques. Par contre, si vous voulez avoir la liste des livres de cet auteur et autres, c'est là où il faudra évidemment aller chercher dans la table et puis refaire une requête. On est dans du REST API assez classique là pour le coup. Je vais chercher les auteurs, on aura à peu près la même chose. Je vais quand même le faire histoire de dire. Je vais chercher dans les sources ici. Hop, on va voir ici, vous le voyez. Je vais interroger mon auteur. J'ai donc le nom de l'auteur et j'ai également la liste des livres que l'auteur a écrit avec principalement l'ID qui nous intéresse et les clés de jointure qui peuvent nous intéresser. Si je vais chercher les publishers, voilà, on a rigoureusement la même logique, c'est-à-dire les informations du publisher et la liste des bouquins qui correspondent. Voilà pour le petit tour de la consommation de la REST API de NocoDB. À bientôt.